Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on est reparti sur un certain nombre d'enjeux. Donc, dans le document, on en a 6 qui apparaissent à l'écran. On ne va pas exposer tous les enjeux et toutes les recommandations et en plus, on n'a pas des compétences nécessaires, on n'a pas des références dans tous ces domaines. Par exemple, sur les jeunes et les femmes, on peut tenir un discours, mais honnêtement, on n'avait pas d'études de cas qui portaient sur des formes de conseil vraiment originales pour les femmes et les jeunes. Bon, depuis lors, j'ai été à Madagascar, il y a des choses passionnantes sur l'installation, le conseil pour les jeunes qui sont installés par différentes OP à Madagascar. Donc, on va aborder ces 4 domaines. Hein. L'AFD avait beaucoup insisté sur la question du financement. Et s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de financement durable, s'il n'y a pas une gouvernance raisonnable et partagée avec la profession, on va parler du suivi et évaluation, qui est aussi un domaine toujours de discussion avec l'AFD, et sur le renforcement des capacités. Alors, en termes d'enjeux de financement, donc dire que les financements sont insuffisants, non durables et non vertueux, bon ça on le dit, on le répète, c'est vrai. Donc Christophe a abordé cette idée cette notion de le conseil coûte cher, mais on ne sait pas très bien évaluer qu'est-ce qui se passerait, quel serait l'impact de supprimer tous les dispositifs de conseil. Et quand l'État les supprime, on voit que les organisations de producteurs en mettent en place. Et donc on parle de l'hypothèse qu'on partage tous, j'imagine, dans la salle, c'est que si on arrive à avoir un conseil performant, on crée de la richesse et on va pouvoir réinvestir cette richesse dans les services agricoles et en particulier dans le conseil, mais on ne sait pas toujours assurer ce retour sur investissement et on ne sait pas développer cette ingénierie financière. Donc je ne pense pas qu'on ait des compétences importantes dans la salle et nous ne sommes pas toujours compétents en ingénierie financière, mais je pense qu'il y a un champ de recherche et un champ d'intervention à développer entre les experts du conseil et les experts en ingénierie financière. Alors dans le rapport, on a beaucoup abordé la question des modèles d'affaires, des modèles économiques du conseil agricole, en partant de la gratuité pour le paysan du conseil qu'il reçoit, jusqu'à une certaine contribution directe ou indirecte au coût du financement. Et après, on peut imaginer du conseil totalement payant. Donc on a différents... Alors, par rapport un peu à cette idée que le conseil, qu'à ce que rappelait Jean-Louis, il y a beaucoup de projets qui s'intéressent à mettre en place des dispositifs. Ces dispositifs fonctionnent relativement bien durant la vie des projets. Alors si les projets, s'il y a plusieurs phases, on monte peut-être un peu en puissance, mais on voit un pays comme le Bénin, on voit que tout s'écroule quand les projets soutenus par l'aide extérieure s'arrêtent. Et aujourd'hui, au Bénin, parler de conseil d'exploitation familiale, il n'y a plus beaucoup de conseillers qui vont encore sur le terrain. Il y en a peut-être encore quelques-uns, mais ils ont eu beaucoup de mal quand la profession agricole n'a pas réussi à porter ce dispositif qui était mis en place par le PADIP. Toutefois, il y a quand même, sur le conseil aux OP, il y a quand même des choses qui durent et qui durent depuis 25 ans. Si on prend les centres de prestation de services au Mali, dans la zone office du Niger, qui sont encore soutenus par l'aide extérieure, mais qui quand même arrivent à s'autofinancer pour 34%. Donc sur le Sénégal, on a à peu près le même chiffre et ça sera exposé tout à l'heure par Jean-Christophe. Je reviendrai après sur la place du secteur privé de l'agrofourniture, qui est un cas un peu à part, mais on peut dire aussi que dans ce cas-là, c'est aussi le producteur qui paye le conseil, parce que le conseil n'est pas gratuit quand une firme d'agrofourniture fournit du conseil, elle augmente ses prix sur les produits qu'elle vend. On a des choses aussi un peu du même genre, mais toujours liées à des coopératives ou à des OP, peu liées au conseil aux exploitations, par exemple dans la filière coton ou les centres de gestion, les centres de gestion rurale de la zone Mali Sud sont autofinancés à 90% par un prélèvement sur le prix du coton. Et on voit dans ce cas de figure que ces centres de gestion commencent à intéresser des coopératives de producteurs de pommes de terre. Donc on voit que ça s'élargit et ça sort du système coton. Là, je ne connais pas bien le mécanisme financier. Et on aura aussi un exposé sur un conseil payé par les acheteurs de cacao en Côte d'Ivoire qui essayent via la certification, de développer du conseil à l'utilisation de bonnes pratiques.
Après, l'autre montée en puissance qu'on voit dans beaucoup de pays, au moins on en parle, c'est la mise en place de fonds dédiés au conseil. Donc le FIRCA était un peu l'initiateur il y a plus de 10 ans maintenant en Côte d'Ivoire, et ça serait intéressant de faire un bilan de cette expérience. Le FISAN se met en place au Niger, mais on a aussi beaucoup d'interrogations sur ces fonds. Enfin, ces fonds, c'est très bien, c'est souvent la voie qu'on discute aujourd'hui de prélever sur les filières, principalement les filières d'exportation, mais un fonds mal géré, ça peut être une catastrophe. Le FODEC, qui s'intéresse qui appuie la production de café cacao au Cameroun. Bon, c'est une gestion non transparente, on ne sait pas où va l'argent, et pourtant le producteur, lui, il voit bien son prix d'achat à la baisse, puisqu'il faut bien prélever au moment de l'exportation. Je reviendrai après sur notre position par rapport aux paysans relais, aux animateurs endogènes. Alors, en termes de recommandations, donc on a vu aussi qu'on était attaché un peu à ce système un peu intégré, donc besoin de financer des dispositifs des terrains. Ça, c'est un peu la base. C'est souvent les projets, les ONG que vous représentez dans la salle sont très attachés à ça, mais n'oublions pas les fonctions support. Hein. Il y a beaucoup de dispositifs de conseil qui tournent un peu à vide parce qu'ils ne sont pas connectés à la recherche. Alors la recherche, ça peut être la recherche nationale, ça peut être la connexion à d'autres initiatives dans d'autres pays. Il faut réduire le coût du conseil, donc ça c'est souvent un objectif, mais il faut attention de ne pas faire du low cost. Mais bon, on pense aussi beaucoup ça serait beaucoup intéressant de mettre l'action un peu sur ces animateurs endogènes, ces paysans relais, donc je ne rentre pas dans le détail de la distinction, sur les nouvelles technologies d'information, et sur le fait d'améliorer l'efficience des dispositifs, c'est-à-dire qu'un conseiller, un salarié, qui coûte relativement cher, il lui faut une moto, un salaire, c'est normal, puisse aussi toucher un nombre d'agriculteurs relativement élevé, et peut-être via ces animateurs endogènes ou ces paysans relais. L'augmentation de la contribution des États est incontournable, hein, donc on a parlé de ces fonds dédiés. Au Niger, je crois qu'ils sont aussi en négociation pour de l'aide budgétaire qui viendrait de l'Union européenne et qui serait fléchée sur un fonds dédié au Conseil. Augmenter les financements, donc j'en ai parlé au travers des filières, par des taxes, par actes fiscales. Donc c'est le modèle FIRCA. Donc on peut être aussi moins ambitieux, ou travailler à plus petite échelle. Donc les centres de collecte laitier de Niamey aussi permettent d'arriver à un financement via un certain nombre de dispositifs. Donc soit le collecteur de lait apporte du conseil. Alors c'est pas un conseil de gestion très, très évolué, mais en collectant le lait, il peut avoir une mission de conseil. Et ce collecteur, il vit grâce au fait qu'il va collecter le lait, qu'il va vendre aussi des aliments du bétail. C'est pareil pour toute la dimension et toute la dynamique très forte dont on parle assez peu, que sont les auxiliaires d'élevage, apportent énormément de conseils en matière d'élevage. Quand je dis énormément, on ne sait pas très bien, parce qu'on n'a pas évalué ce dispositif, mais ces dispositifs que vous connaissez dans beaucoup de pays, aussi couvrent beaucoup plus de producteurs, et en particulier d'éleveurs, que les salariés des organismes publics. Donc il y a aussi l'idée que des stratégies de financement, de segmenter les stratégies de financement, c'est-à-dire en gros faire payer des conseils un peu sophistiqués par les OP ou par les producteurs. Mobiliser les firmes privées, je reviendrai dans la conclusion. Et surtout, ce qui nous paraît important, c'est d'arriver à développer des mécanismes vertueux de gestion de ces fonds, de ces fonds qui viennent de projets, de l'aide publique, des bailleurs. Et donc ça, c'est aussi très important, et on a aussi beaucoup de mal à mettre en place ces dispositifs. Et ça rejoint un peu la question de la gouvernance. On ne peut pas parler d'enjeux de financement et de résoudre ces questions de financement si on ne met pas en place une gouvernance appropriée qui va laisser aussi un droit de regard aux producteurs et aux OP sur la gestion de ces fonds dédiés au conseil. Donc effectivement, ça veut dire aussi remettre des moyens pour que ces OP montent en puissance, que ce soit au niveau régional, local ou national. Alors, donc, sur les enjeux de gouvernance, donc, qui sont fortement connectés à cette question de financement, donc on a des situations aujourd'hui très contrastées, donc je ne rentre pas dans les détails, on a développé ça dans le document. On part de situations où l'État quasiment refuse
que la profession vienne autour de la table. Bon, c'est un peu la situation du Maroc. On a des situations au Cameroun où c'est pas facile. Bon, donc c'est peut-être lié aussi à la crise politique du pays. On a des situations où les choses sont déjà bien engagées, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où la profession et même certains acteurs privés sont dans les mécanismes de gouvernance, soit de fonds dédiés au Conseil, soit carrément de nouveaux dispositifs de coordination du Conseil. Donc nous, on soutient et on pense qu'il faut renforcer la participation des producteurs à la gouvernance du Conseil agricole. Donc pour que ces producteurs définissent bien et apportent leur contribution à la définition des besoins, de leurs besoins déjà, pour travailler sur l'amélioration des outils, des démarches, et aussi pour qu'ils puissent aussi prendre le relais dans certaines situations, dans certaines formes de conseil. On pense particulièrement à toutes ces activités d'information technique, de vulgarisation technique, qui pourraient être très bien portées par des paysans relais qui seraient éventuellement indemnisés, ou ce qu'on appelle animateurs endogènes, qui auraient un statut de prestataire payé quelques mois par an. Il y a aussi le cas des maîtres exploitants, là, à Madagascar aussi, qui est une bonne façon, qui est très intéressant, qui est porté par AgriSud sur la possibilité de voir des paysans vendre des prestations de services en matière de conseil agricole. Alors en matière de recommandations, donc c'est renforcer ces producteurs, mais aussi intégrer le secteur privé dans ces dispositifs de conseil. Donc c'est pas évident, le secteur privé n'est pas toujours intéressé par venir passer du temps à discuter de ça dans des réunions, dans des ateliers. Il faut aussi bien clarifier les enjeux de gouvernance, peut-être avoir des choses très simples au niveau local, ne pas avoir des comités trop larges au niveau national, parce que c'est très coûteux et on dépense beaucoup d'argent dans la concertation. Donc là, tout ça, c'est à réfléchir, parce que ça n'existe pas vraiment au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'il faut aussi, émerge maintenant, c'est ancien, le forum mondial ou le forum africain sur le conseil, le réseau du Conseil agricole en Afrique de l'Ouest aussi sont des structures relativement reconnues maintenant, mais émergent maintenant des plateformes nationales de conseil je crois le FIDA ou le USAID vont essayer de dynamiser. Donc là, il y a un enjeu aussi pour nous pour voir comment on peut travailler avec ces plateformes. Est-ce que ces plateformes sont légitimes? D'accord. Je passe un peu plus vite. Donc enjeu de renforcement de capacité, le constat, c'est effectivement de renforcer les capacités des différents types d'acteurs, donc de différentes façons, mais pas simplement sur des formations de courte durée, mais plutôt d'accompagner ce qu'on appelle le monitoring, d'accompagner les acteurs dans la durée. Donc c'est un processus qui prend du temps. Et aussi, l'autre élément important aussi, c'est le constat, c'est que souvent les conseillers, les techniciens de base peuvent être très engagés, très performants. Ils sont toujours perfectibles, très, très, très intéressés par leur travail, mais il y a un problème, il y a un déficit au niveau d'une région ou d'un pays de gestion de ces conseillers. Ils ne sont pas suivis, il n'y a pas de personnes en capacité de les aider en cas de besoin ou de les reformater si besoin. Et aussi, pareil, l'idée aussi, ça serait de pouvoir faire émerger dans ces pays, dans différents pays où on intervient, des compétences. Alors, sur la question de l'ingénierie de conseil, alors ça peut être des compétences en interne, et surtout de mutualiser tout l'acquis que les différents projets, différentes ONG ont obtenu, et qu'en fait, que les gens ne connaissent pas, que les gens n'ont pas le temps de partager. Et donc pour ça, il faut peut-être mettre en place des structures ad hoc, sachant que les universités ont aussi renouvelé un peu leurs approches. On parle plus de vulgarisation, on parle encore de vulgarisation dans les cursus de conseil, mais dans différentes universités. Et puis au Cameroun, grâce au programme AFOP, on a vraiment fait un pas important et reconnu dans les cursus de formation le métier du conseil. Donc je passe sur le besoin de renforcer les OP. Donc les recommandations, c'est à peu près ce que je viens de dire. Donc les décliner en fonction des différents profils, prendre en compte aussi les gestionnaires, pas seulement travailler sur la figure du conseiller. Relancer l'alphabétisation fonctionnelle, Christophe en a parlé. Se connecter à tout le travail un peu de revitalisation de la formation agricole, donc ça aussi c'est important. Il faudrait vraiment qu'on se connecte et qu'on connaisse ce qui se passe dans le projet soutenu par l'AFD.
Donc développer l'éthique, ça va être exposé plus largement. Donc c'est aussi quelque chose qui peut dynamiser ces types de renforcement de capacité. Et aussi bien intégrer aussi ces nouvelles figures du conseil que sont les paysans et animateurs, et donc dont on parle mais dont on les connaît peu et on s'occupe assez peu de leur formation. Donc peut-être là j'ai largement dépassé le temps. Je vais passer directement à la conclusion. Sinon, alors, en conclusion, donc là ça sera ma dernière slide. Donc on a parlé aussi de la problème du changement d'échelle, en faisant référence, Christophe l'a dit, que la seule grande expérience où vraiment le changement d'échelle a été amorcé, c'était les projets financés par la Banque mondiale et d'autres bailleurs sur la base du training and visit. Donc on connaît les limites de ces approches, mais au moins on faisait travailler un certain nombre elles ont permis de faire travailler pas mal au moins de salariés du secteur public. Bon, maintenant on a affaire à d'autres formes d'intervenants, une diversité d'intervenants, diversité aussi d'opérateurs et d'organisations de producteurs qui ont chacun leur agenda, sans parler des acteurs privés. Donc il faut reconnaître un peu cette diversité, et ce qui correspond à une diversité de besoins aussi. Donc l'idée, c'est bien sûr, comme on disait en introduction, de ne pas revenir sur un changement d'échelle en mettant l'accent sur telle ou telle méthode. À un moment, on a bien senti que les champs écoles devenaient un peu la panacée, mais là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire sur leur déploiement par les ministères de l'Agriculture, et ça n'aborde pas tous les problèmes de conseil agricole. Mais l'idée, ça serait de pouvoir travailler quand même à deux niveaux, avoir un niveau quand même assez sur des approches assez normatives et prescriptives qui permettent de toucher beaucoup d'agriculteurs, et aussi des approches peut-être plus complexes, plus lentes dans le temps, de co-conception de solutions avec les acteurs, avec les producteurs, et qui visent, au-delà de résoudre des problèmes, c'est surtout renforcer leur capacité à intervenir, à interpeller la recherche, à interpeller le monde des ONG et des projets. Donc sur les pistes, donc paysans relais, on en a déjà beaucoup parlé. Les NTIC, on va en reparler dans un exposé. Sur le rôle des acteurs et des firmes privées, donc que ce soit l'agrofourniture en amont ou le commerce en aval, mon point de vue, c'est que c'est relativement limité. Donc les firmes privées ne mettront pas de l'argent pour faire n'importe quel type de conseil. Donc je pense que Valentin va revenir sur un peu les dérives. On va imaginer qu'il y a des boutiques d'intrants partout, et donc chaque vendeur d'intrants va donner un conseil. Il va donner un conseil, mais pas n'importe quoi comme conseil. Il y a vraiment besoin de développer des contrats publics-privés avec les firmes privées. On va voir l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est quand même en demi-teinte, et aussi un cadrage réglementaire par rapport à ces entreprises.